Bonjour à tous. Ici, vous êtes dans l'atelier outils de désherbage mécanique. C'est l'atelier B1. Mon nom, c'est Maryse Leblanc. Je suis chercheur en malherbologie à l'IRDA. Ici, vous avez mon collègue Maxime Lefebvre, qui est professionnel de recherche, qui va m'assister dans cette conférence. Donc, je m'en vais directement dans le vif du sujet. Le défi du désherbage mécanique, c'est aller aussi proche que possible de la culture, mais sans l'endommager. Il y a des petits trucs qu'on peut faire, comme on peut utiliser la houe rotative ou la RC treille, RC sur toute la surface, si naturellement la culture le permet. On peut aussi passer, qu'est-ce qui est important, c'est de passer lorsque les mauvaises herbes sont vraiment petites. Ici, j'ai un exemple. Cotylédon, 90 % de répression, 2 à 4 feuilles, 60 % de répression. On est rendu à 6 feuilles, on a seulement 35 % de répression. Donc, c'est important de passer quand les mauvaises herbes sont très petites. Aussi, si on veut avoir de la précision au niveau du désherbage, voir le rang, c'est un atout. Voir le rang en cerclant. Ou sinon, on peut utiliser un autoguidage RTK couplé avec une caméra sur le cercleur. C'est important aussi de choisir le bon outil de cerclage au bon moment. Si on s'en va maintenant au herçage sur toute la surface, donc c'est sûr qu'on passe sur la culture, donc on va parler maintenant de sélectivité. La sélectivité, c'est la répression des mauvaises herbes sur les dommages subis par la culture. Donc, si on veut avoir une sélectivité qui est élevée, on va avoir une bonne répression des mauvaises herbes et peu de dommages à la culture. Comment ça se fait? Ça se fait par plusieurs tests. On doit faire plusieurs passages dans le champ pour ajuster justement notre machinerie pour avoir le moins de dommages à la culture puis une bonne répression. La sélectivité aussi, ça repose sur une dimension plus grande des semences de la culture. Les semences qui sont plus grosses s'enracinent plus facilement. Ils résistent plus au passage là, de la RC treille ou bien de la houe rotative. Aussi, on peut jouer aussi avec la profondeur de semis. On peut mettre un peu plus profond notre semis pour justement que les outils n'atteignent pas les semences. Puis, c'est sûr qu'un meilleur enracinement de la culture par rapport aux mauvaises herbes est super important. Si vous avez un exemple ici de fil blanc, stade fil blanc, radicule, les mauvaises herbes, c'est très fragile à ce stade-là. Quand on fait du herçage sur toute la surface, c'est ce stade-là qu'on vise. Si on va au niveau des outils pour désherber toute la surface, il n'en existe pas 10 000. Il y en a deux sortes. Il y a la houe rotative, la RC treille. La houe rotative, vous avez un exemple ici. Maxime va vous montrer un peu une houe, à quoi ça ressemble. C'est une roue. Peux-tu parler un peu? Donc, ici, c'est ça, j'ai une roue donc d'une houe rotative. Puis le sens d'avancement est celui-ci. Puis en avançant, il y a des petites cuillères au bout de la roue qui vont comme picoter le sol, d'où son nom usuel, la picoteuse. Donc, en avançant, elle va gratter là, 1 centimètre ou 2, dépendamment de l'ajustement. Puis il va, à cause de sa vitesse d'avancement aussi, va faire la terre va revoler derrière de façon plus ou moins importante, là, dépendamment de la vitesse. Fait que c'est pas mal ça, son fonctionnement. Qu'est-ce qui est important de savoir aussi avec la houe rotative, c'est que la vitesse minimum, c'est 10 km/h. Si on va en bas de ça, on picote le sol. Donc, il faut aller à une certaine vitesse parce que ça va avec l'avancement du tracteur. Plus on va vite, plus la roue va tourner vite et plus ça va déloger les mauvaises herbes là, du sol. Il existe des modèles aussi à haut dégagement s'il y a des résidus, pas que les résidus là, bourrent ou à ce niveau-là. Donc, le bras est plus long. Profondeur, ça va à 2. Gros, maximum 5 cm. Comme je l'ai dit tantôt, si tu as des mauvaises herbes, flamands, 1 à 2 feuilles. On peut passer ça dans le maïs, soya, céréales, haricots. Ici, je vous présente la triple houe. Donc, on veut désherber toute la surface. Les producteurs de la Naudière, ils ont fabriqué une triple houe. Donc, ils ont tout ajusté, chaque roue, pour qu'ils désherbent vraiment toute la surface. Il n'y a pas 1 centimètre qui n'est pas désherbé. L'avantage aussi, c'est porté. Je veux dire, c'est sur roue. Donc, il y a une roue de terrage. On peut ajuster la profondeur. Parce qu'ici, la profondeur, on ne peut pas l'ajuster. On peut mettre des poids pour aller un peu plus profond, mais c'est tout. Tandis qu'ici, on peut ajuster la profondeur. Il y a aussi un autre modèle qui oriente les cuillères à l'envers. Vous voyez, ici, ça tourne dans ce sens-là. Ici, ça tourne dans l'autre sens. Les cuillères sont par là.
Donc, ça peut passer sur les cailloux, parce qu'avec une houe rotative, les cailloux, là, ça revole en arrière. Si vous avez un sol qui a beaucoup de cailloux, c'est mieux un type comme ça. Puis aussi, ça rappuie le système racinaire, donc ça déracine moins les cultures qui seraient moins bien enracinées. Le deuxième outil que je vais vous présenter, c'est la RC Trille. Ça peut aller jusqu'à 24 mètres, donc ça peut se replier. Oui? Pas nécessairement, à moins que... Oui. Oui, ça fonctionnait dans le soya, dans le maïs, mais je n'irai pas jusqu'au stade parce que ça dépend vraiment des conditions de sol, ça dépend de la culture, ça dépend de beaucoup de choses. Ces outils-là, comme j'ai dit tantôt, il faut vraiment faire des essais dans le champ puis voir ce que ça donne sur la culture. Parce que je pourrais dire un stade, mais tu t'en vas là, puis je sais pas pour quelque raison que ce soit, c'est pas les bonnes conditions, puis ou bien la culture est super croquante, là, parce que je sais pas. Puis là, à un moment donné, elle pourrait avoir plus de dommages. Donc, c'est important de faire des essais dans le champ. Il n'y a pas de recette magique comme telle. La RC Trille, habituellement, c'est 6 rangées de dents. C'est beaucoup plus agressif que la houe rotative, mais il y a comme un petit bras qu'on peut ajuster l'angle des dents pour l'agressivité. Encore là, c'est profondeur 2 à 5 cm. La vitesse est moindre. On peut aller jusqu'à 12 km. Il faut faire attention. Filament à 2 feuilles au niveau des stades des mauvaises herbes. Maïs, soja, céréales, betteraves, pommes de terre, le haricot. Ça se passe à peu près dans plusieurs cultures. Ça aussi, il faut faire des essais. Il existe aussi un modèle qui est une RC Trille à ressort, qui a la même pression partout, qui est à environ, tu peux aller jusqu'à 5 kg par dent. En fait, ce modèle-là, ça épouse mieux les formes du sol. Au niveau des dents, il existe différentes grosseurs de dents, de diamètre de dents. Habituellement, les maraîchers utilisent les 6 mm. Les 7 mm, c'est ceux qui sont les plus vendus. 98 % des utilisateurs. 8 mm plus utilisés en prairie. Puis, il existe aussi des combinés. Par exemple, ce modèle-là, il combine la houe rotative et la RC Trille. La RC Trille, ça vaut pour à peu près 40 % du désherbage. Maintenant, Maxime va vous parler de 2 modèles qu'on vous a apportés. Ouais. C'est juste un petit mot, en fait, pour vous montrer un peu, là, à plus petite échelle, là, sur d'autres unités, c'est quoi une RC Trille. Fait qu'on l'appelle aussi le peigne. Donc, en avançant comme ça, les dents vont gratter le sol là, dans peu profond, 1, 2, 3 cm, vont vibrer aussi en avançant. Et puis, l'angle d'ajustement, comme Maryse disait, si les dents sont plus comme ça, l'agressivité est supérieure que si elles sont plus horizontales, en fait, en avançant. Donc, plus douce comme ça. Puis, si on ajuste l'angle, donc là, ça va être un peu plus agressif. Ensuite, bon, je suis rendue au sarcleur. Quand on décide de s'acheter un sarcleur, il y a des choses pour se faciliter la vie. Entre autres, juste la poutre porte-outils. Ici, vous avez une poutre rectangulaire. Vous avez 4 boulons à défaire, 4 tarots à défaire. C'est beaucoup plus difficile. Déplacer ça aussi sur cette poutre-là, c'est beaucoup plus difficile. Il existe des modèles ici avec un renflement, ou bien comme ça, que l'unité est appuyée dessus, puis c'est facile de la déplacer à droite et à gauche. On n'a qu'un seul boulon à défaire. Je te laisse le reste. Donc, comme Maryse l'expliquait, si mon bras était la barre d'outils, elle s'appuierait ici. Puis le boulon à défaire, c'est celui-là. Donc, on peut prendre l'unité, le glisser en fait juste sous la barre et aller l'accoter où est-ce que mon doigt ici et là. Et dans le fond, puis après ça, on peut le glisser à la bonne place avant de serrer tout ça comme il faut. Fait que ça, c'est vraiment un avantage qui facilite la pose de l'outil. Donc, tout ça, c'est comme un exemple d'une unité d'entre-rang. La culture pourrait passer ici et ici à côté des lames. Puis ce qui est vraiment facilitant aussi avec une unité comme ça, c'est la manivelle puis l'ajustement de la profondeur de travail. Si on voit que nos outils travaillent plus ou moins profondément puis on veut l'ajuster, bien, on n'a pas à défaire toutes les bottes. On tourne ça ici, puis la roue va orienter la profondeur. Il y a aussi le petit parallélogramme là, qui va faire que l'unité est indépendante de la barre et des autres outils qui sont adjacents. Donc, si le sol, pour une raison quelconque, est un petit peu plus bas ici, il va y avoir la roue du tracteur qui passe ici versus l'autre, bien, elle va épouser la forme du sol beaucoup mieux à cause des parallélogrammes qui sont ici.
Donc, après ça, on peut greffer dans des unités d'entre-rang un peu n'importe qui. En fait, ce qui est propice à notre culture ou à notre type de sol, à notre opération. Mais donc, c'est un exemple ici qui s'ajuste bien. Aussi, il faut penser aussi à la flexibilité des dents. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut une dent là, qui brasse beaucoup de sol ou une dent qui ne brasse pas beaucoup de sol? Au niveau de la flexibilité, tu as une semi-flexible qui est ici. Donc, au niveau de la semi-flexible, c'est une profondeur de travail beaucoup plus constante. Alors que la dent en S, montrée ici par Maxime, ça brasse vraiment le sol beaucoup, puis ça peut aussi projeter beaucoup de sol sur la culture. Donc, il faut que ça soit voulu. C'est un choix à faire. Désherber maintenant près du rang, je pense que... Les disques maintenant? Ah, les lames. Ah oui, les lames. Pardon. Donc, oui, il y a différents types de lames qui existent pour aller près du rang. Donc, disons que le micro et la culture, donc on peut aller plus ou moins près, en fait, de la culture. Vous voyez son profil un peu, il est très large ici. C'est fait pour protéger la culture qui va être, pour pas que la terre vole trop. Puis c'est un type de lame qui va peu profond. On a lame le lièvre, dont son petit nom, comparé à la lame standard ici, qui a un peu le même effet en termes de demi-lame, si le rang est ici. Mais elle peut aller plus profondément. Elle n'est pas profilée de la même façon. Donc là aussi, comme Marie s'est dit, c'est un choix si on va aller plus ou moins profond, protéger plus ou moins le rang. Donc ça, c'est un type de lame comme ça. Pour ce qui est des types de socles, aussi sur les dents, on en a amené 3 types. Socles patte-doigt qu'on appelle, qui sont comme ceux-là. Vis-à-vis l'horizontale, il y a un angle ici qui est plus important que d'autres types. Puis il est arrondi ici, puis il y a une structure qui est faite comme celle-ci. Ce qui fait qu'en avançant, elle va projeter plus de terre sur les côtés. Versus un type qu'on dit socle plat ou no-till, où en fait, vous voyez, l'angle est vraiment plus presque nul. En avançant ici comme ça, le sol est beaucoup moins perturbé. En fait, elle va couper beaucoup les systèmes racinaires qu'elle va toucher, mais le sol va être moins brassé de côté gauche-droite. On l'appelle aussi le no-till. Donc, c'est vraiment pour aller à quelques centimètres puis aller couper tout ce que ça va toucher. Et puis, un dernier type de socle qu'on a amené, c'est le socle, en fait, qu'on dit droit ou le standard vibro qu'on connaît aussi. Donc, on peut aller plus profondément avec ce type de socle-là ici, qui est fait plus en couteau comme ça. Donc c'est ça. C'est en comparaison avec les deux autres, là. On va enchaîner avec des disques qui vont nous permettre d'avoir une action ou pas là, près du rang. En fait, les disques peuvent être utilisés de 2 façons différentes. Il y en existe de plusieurs formes et de grosseurs. Ici, on en a amené quelques-uns. Alors, vous voyez ici, le disque, s'il est placé comme ça, puis je le fais avancer, et que la culture est entre les disques, ce qui va se passer, c'est un déchaussage qu'on dit. Donc, les disques vont écarter le sol et les mauvaises herbes en même temps du rang. Dépendamment de la grosseur des disques, bien, on peut faire des sillons avec plus ou moins creux. Et puis, donc, ça, une action de déchausser. En opposition à si le disque est placé comme ça et avance, ce qui va se passer, c'est que le sol va être projeté, lui, sur le rang. Puis on veut faire ça aussi lorsque la culture et les mauvaises herbes, il y a un bon différentiel de grandeur et qu'on veut enterrer les petites mauvaises herbes puis que la culture peut le supporter. Bien, enterrer les mauvaises herbes, c'est une bonne façon de les tuer. Donc, renchausser, c'est une action qu'on peut faire avec les disques. Ici, je vous parle d'un autre sarcleur aussi, le sarcleur à cage. On n'a pas amené le modèle parce qu'il est un peu trop gros, mais en fait, c'est des petites tiges qui sont repliées. Ça fait comme, ça a l'impression d'une cage, une cage d'écureuil. Le principe, c'est qu'avec l'avancement du tracteur, la première rangée tourne, puis ici, c'est caché, mais il y a une chaîne qui tourne, qui fait tourner plus vite la deuxième rangée qui vient déloger, puis tout émietter le sol.
Ça peut aller quand même assez vite, mais il faut quand même faire des tests là, parce que une vitesse à 12 km/h, là, ça pourrait aussi enterrer si ta culture est très petite. Profondeur, ça fait juste érafler le sol, donc c'est vraiment pas profondément. Maintenant, désherber sur le rang, il existe deux modèles. On a amené deux modèles, sarcleur à torsion puis le sarcleur à doigt. Maxime va vous expliquer un peu tous les modèles. Donc ici, sarcleur à torsion, vous voyez, en fait, l'avancement est comme celui-ci. Puis vous voyez que les tiges se croisent aussi sur le rang. On peut les ajuster pour qu'ils se croisent plus ou moins. Ça, c'est un peu l'agressivité qu'on va leur donner. C'est qu'en avançant, les tiges vont s'écarter lorsqu'ils vont toucher à la culture. Fait que si, mettons, la main de Maryse est une culture, bien, ça la gratte. Puis la culture le tolère bien. Les tiges s'écartent, mais lorsqu'ils reviennent, ils vont aller gratter, casser les petites mauvaises herbes, les petits cotylédons au fil blanc qui sont dans le sol. Donc, c'est vraiment pour des petites mauvaises herbes. Ça va pas profond. C'est pas fait pour un sol qui est lourd ni croûté, parce que ça ne va pas pénétrer. Plus fait pour des cultures comme le poireau, l'oignon. C'est un peu son action. Aussi, l'autre type d'outil qu'on a pour aller agir sur le rang, c'est ce qu'on dit les sarcleurs à doigts. Il en existe différentes grosseurs, différentes couleurs. Tout ça, ça oriente le choix, en fait, de notre culture puis des mauvaises herbes, notre type de sol. On a des petits doigts qui sont plus flexibles que les longs. Puis les rouges aussi sont plus épais, donc il y a encore une rigidité supérieure comparée aux jaunes. Puis de l'action, là, je m'excuse pour ceux qui sont en arrière, le rang passe entre les deux doigts. Tu veux-tu le mimer? Ouais. Bon. Si, mettons, lorsque l'outil s'appuie au sol, les doigts vont finir par se croiser, juste un petit peu. Puis là, en avançant, les doigts vont tourner, puis la culture va se faufiler entre les doigts versus les petites mauvaises herbes qui, elles, vont plus être cassées ou enterrées. Puis en dessous, il y a des petites tiges de métal aussi qui permettent l'avancement lorsque le tracteur avance. Mais là, les doigts, c'est à ce moment-là qu'ils vont tourner. Puis en même temps, ça gratte le sol un peu plus loin de la culture. Donc, sarcleur à doigts, c'est un peu le principe. Je l'ai juste ajouté pour le sarcleur à doigts. Bon, il y a le modèle qui est plus rigide, le modèle jaune. La plupart, parce que j'ai eu la question tantôt, la plupart des producteurs de grandes cultures, en fait, il a été vendu beaucoup du modèle jaune. Il est beaucoup moins rigide. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont aperçus avec le temps? C'est qu'il prend une forme. Donc, les dents restent relevées comme ça. Puis, à un moment donné, c'est plus efficace. Donc, la plupart des producteurs, maintenant, optent pour le sarcleur à doigts avec rouge, avec une plus grande rigidité, plus épais. Maintenant, je continue. Au niveau, après ça, il y a toute la combinaison d'outils qu'on peut mettre sur le sarcleur. Donc, ici, tu as des lames comme ça, avec les sarcleurs à doigts derrière, qui viennent désherber sur le rang. Ici, tu as la houe rotative double, avec encore des sarcleurs à rang qui viennent désherber sur le rang. De ton enterrang qui est fait avec ta houe rotative, puis ton rang est fait avec le sarcleur à doigts. Ici, tu as en fait la lame, les pas de doigts, l'air cétrille et le duo qui sont toutes mis sur le même sarcleur pour justement augmenter l'efficacité du désherbage. Le duo parallélogramme, Maxime va vous l'expliquer ici. Oui, donc l'unité qui se trouve juste ici, donc son petit nom, on dit le duo parallélogramme. Premièrement, la barre, c'est la même façon de l'attacher ici, donc le porte-outil, la barre-outil vient ici, se fixe facilement. Ensuite, le rang passe au centre des deux roues ici, puis on peut y greffer plusieurs outils là, en série. Donc ici, comment je l'ai monté? J'ai monté avec des disques qui déchaussent en premier. Ensuite, deux lames le lièvre pour être une action un peu plus large aussi, puis compléter son travail près du rang. Puis on peut, si la culture le permet, là, y remettre des disques qui renchaussent. Parfois, en déchaussant, on peut avoir des sillons dans le sol qui se créent. Si on veut remettre le sol à sa place, les disques peuvent faire ce travail-là. Puis comme j'ai dit, si l'angle et l'écartement des disques, on peut l'ajuster pour ramener même de la terre sur le rang. Donc, en un passage, on peut faire plusieurs actions sur le sol, puis il y a comme une synergie ou un bénéfice à faire plusieurs choses en même temps. Le tout porté sur un parallélogramme aussi qui est indépendant des autres. Donc, on ajuste la profondeur facilement du travail avec aussi la petite manivelle, même principe que l'autre unité.
Et puis après ça, ben c'est des bottes à défaire pour trouver la combinaison gagnante pour notre opération. Après ça, c'est vraiment très versatile. Peut même s'utiliser sur butte, sur billon. Si on a à gérer des côtés de billon, en fait, là, on y rajoute des petits couteaux comme ça qui vont aller gratter sur le côté. Puis faire tomber le sol, donc enlever des mauvaises herbes. Puis après ça, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. On peut rajouter des disques qui sont à côté de nos billons pour ramener la terre sur les côtés de butte. Puis après ça, garder comme la même forme, passage après passage, puis garder des buttes qui sont propres. Ça complète la section de Maryse et moi sur l'initiation au désherbage mécanique. On va passer la parole à M. Saint-Laurent qui va parler du robot Oz. Mon nom, c'est Benoît Saint-Laurent. Je suis président de la compagnie GEMAB. On est les importateurs des robots Naio qui sont fabriqués en France. C'est actuellement les seuls robots autonomes agricoles commercialisés dans le monde. On voit beaucoup de prototypes sur l'Internet, etc., mais au niveau commercial, c'est la seule compagnie qui a les OK pour faire la commercialisation. Le critère clé qui empêche beaucoup de robots d'aller sur le marché, c'est toute la notion de la sécurité. Donc, il y a un encadrement pour ne pas laisser des équipements se promener seuls en lien avec la sécurité. Naio, actuellement, est les seuls qui ont les certifications pour pouvoir commercialiser avec cette norme-là au niveau de la sécurité. Si on prend l'équipement en tant que tel, premièrement, c'est un équipement qui va se détailler entre 45 000 et 50 000 dépendant des options outils et batteries. Ça a une autonomie de 8 heures de travail. Le temps de charge, c'est 1 pour 1. Fait que 8 heures de charge pour 8 heures de travail. L'unité qu'on a ici, c'est le gros unité de batterie qu'il y a dedans. Ce sont 2 batteries 12 volts, 100 ampères, lithium-ion. C'est beaucoup d'énergie. Ça pèse 150, 175 kilos, dépendant des outils puis tout. C'est très lourd, ça a une bonne traction, c'est surprenant. En termes de débit de chantier, on va aller chercher 1 hectare jour, ce qui fait en sorte que le client type en Europe va être un agriculteur d'une ferme maraîchère bio ou en transition ou avec le moins d'herbicides possible, qui va avoir une superficie qui va aller 4-5 hectares jusqu'à une douzaine d'hectares. Ce qui permet un passage au champ une fois semaine ou une fois aux 2 semaines. Ce qui, normalement, est suffisant pour garder le contrôle au niveau des mauvaises herbes, au niveau du champ. Comme Maryse et Maxime a mentionné, avec différents outils, la profondeur du travail du sol n'est pas un élément fondamental quand on passe régulièrement pour faire le contrôle des mauvaises herbes. Un travail en surface va être approprié. Ça l'empêche d'ailleurs de faire une remontée de graines en profondeur. Et ça permet aussi de casser la croûte, de limiter l'effet de battance, d'améliorer l'infiltration de l'eau dans le sol, puis d'accélérer la minéralisation. Rester en terre nue, sarclée, il y a certains désavantages en lien avec l'érosion éolien ou hydrique, dépendant de la situation et des pentes. Mais il n'y a pas juste des désavantages à faire un cerclage mécanique répétitif. Il y a beaucoup d'avantages. Si on pense, exemple, dans du maïs sucré, cet équipement-là, selon nous, c'est vraiment un très bon outil. Avec 1 hectare jour, ça veut dire 1 unité capable de gérer une dizaine d'hectares maïs sucré facilement. Et l'avantage de ça versus un tracteur conventionnel, c'est que lui va être capable d'aller dans votre maïs. Quand le tracteur ne passera plus, ça va faire longtemps. Parce qu'il est capable de se promener. Une fois que la canopée elle va avoir refermé, le robot, lui, va suivre les cannes à sa hauteur, puis il va être capable de continuer un sarclage en saison quand ça fait longtemps que ton tracteur aura pu être capable d'y aller. Même chose pour certains types de cultures sarclées. Je pense aux poireaux, carottes, oignons. Un moment donné, le rang se referme, puis ça devient compliqué de passer avec les tracteurs. Avec ça, il y a moyen de continuer de faire un désherbage mécanique plus tard en saison qu'avec des outils conventionnels, avec des méthodes conventionnelles avec tracteur. Au niveau des différents outils qu'on peut mettre là-dessus, on a les pattes doigts, on a les dents, un peu de chésule conventionnelle. On a des RC-trilles, puis on a des petits balais pour renchausser. Donc, on a une gamme qui permet d'adresser la plupart des situations de désherbage.
Le robot Oz se déplace à 1,5 km/h, ce qui n'est pas une vitesse suffisante pour travailler avec des doigts cresse ou avec des rouleaux comme sur un vibroculteur, exemple. Fait que casser les mottes puis émietter, préparer le lit de semence avec mon robot, ça va dépendre du type de sol, mais ce n'est pas l'outil le plus approprié pour ça. De toute façon, si on prépare un lit de semences, dans la théorie, on n'a pas de culture pour se guider. Donc, mon robot, il ne sera pas capable de se promener et de faire grand-chose. Lui, ça y prend des cultures pour se guider ou le bordure de planche, selon la situation. En termes de programmation, c'est assez simple. Il n'y a pas de mémoire dans le robot qui dit champ 1, champ 2, champ 3, champ 4, champ 5, à titre d'exemple. À chaque fois que tu lances le robot, il faut que tu repasses la séquence de questions. La raison, c'est que la culture évolue. Fait que le même champ, tu ne donneras pas les mêmes paramètres aujourd'hui que dans 2 semaines. La culture va avoir évolué. Il faut que tu en tiennes compte dans les paramètres quand tu donnes les ordres au robot. Tu peux, au niveau de la gestion des allées, l'entreraie, c'est 60 cm, 65 cm le minimum au cahier de charge selon le manufacturier. J'ai personnellement descendu à 55, puis ça faisait encore le travail. Ça dépend de la définition de la culture, comment que le robot il la détecte bien. Plus elle est petite, plus qu'on étire l'élastique, qu'on prend des chances. Et on peut aller à une allée jusqu'à 1,5 m de large. On peut dire au robot aller simple, centre ou aller-retour en suivant les deux côtés. Si on a des allées de 1 mètre avec des planches de 1 mètre, on peut lui dire de faire l'aller-retour dans l'allée, sauter la planche d'1 mètre et refaire l'aller-retour dans l'allée suivante. On a un bon contrôle sur les choix de tâches. On peut travailler sur le rang. Avec certaines des RC-trilles qu'on a, on est capable de travailler sur le rang. À titre d'exemple, on a fait une démo dans les fraises, année d'implantation. Ça l'a très bien été. On était très agréablement surpris des résultats. Pour ceux qui connaissent peut-être, c'est la ferme Saint-Pierre à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, une belle terre, du beau gâteau, là, un sol de belle qualité. Et le constat de M. Saint-Pierre père, à regarder le travail du sol qui était fait par le robot, il dit « ça travaille mieux que moi ». En termes de qualité de cerclage, parce qu'il faut se remettre sur le tracteur, relever en l'air, tes yeux sont déjà pas mal plus loin du petit rang de fraise. Tu veux l'approcher beaucoup, fait que tu restes penché, concentré. Fait qu'une journée de temps, c'est astreignant pour le corps, tout le temps penché puis concentré. Tu penches la tête, le chapeau ne te protège plus, puis tu te fais griller la nuque bien, bien, bien comme il faut. Fait que le monsieur, il disait, en termes de qualité de travail, c'est là. Débit de chantier, j'étais quasiment aussi vite que son tracteur. Je roule à 1,5 km/h. Quand on se promène avec la télécommande, puis que tu le suis, tu trouves que ça va pas vite. Tu traînes les pieds pour le suivre. Tu pourrais marcher plus vite. Mais une fois qu'il est à l'ouvrage dans le rang, tu prends une pioche, puis tu prends le rang d'à côté, puis tu essaies de suivre, puis tu te rends compte que ça va vite. Fait que toutes choses étant relatives. J'ai installé des allées de bambou dans la pelouse pour ceux qui veulent le voir se promener puis faire un petit demi-tour puis tout ça. C'est pas aussi sexy que dans le soya puis le blé d'Inde qu'il m'avait préparé. Ça allait très bien ce matin. Mais ça peut vous permettre de voir là, comment il se comporte, comment le demi-tour fonctionne. Le robot se comporte comme un aveugle. Tu as 2 systèmes de détection. Tu as un radar qui balaye gauche-droite à très grande vitesse. Fait que c'est comme la canne de l'aveugle. Fait que quand il se promène dans l'allée, il tape des 2 bords, puis c'est ce qui lui permet de détecter l'allée puis de répondre à la commande qu'on lui a donnée. Colle d'un bord, colle de l'autre, ou promène-toi centre. Quand il arrive au bout des allées, il y a des piquets rouges. Les caméras détectent le piquet rouge et c'est le signe pour amorcer la procédure de demi-tour. Il n'y a pas de GPS dans ce modèle-là. Le plus gros modèle, dont on ne parle pas aujourd'hui, qui est plus dans les salades, lui, c'est GPS, RTK, mapping, là, comme les systèmes conventionnels que les gens ont sur leur tracteur de précision. Quand il fait son demi-tour, c'est un calcul mathématique. Fait qu'on lui a donné les largeurs, les longueurs, tout ça. Fait qu'il est capable mathématiquement de faire son demi-tour. Puis quand il a complété la manœuvre, il redétecte les 2 poteaux rouges. Puis là, il est capable de... Il sait que c'est l'entrée pour la prochaine allée. Les batteries, j'en ai parlé, 8 heures de charge, etc. Le produit en tant que tel est garanti 1 année sur les pièces, 2 années
au niveau de la batterie. La batterie est bonne pour 2000 charges au niveau de la garantie du manufacturier. 2000 charges à 200 jours par année, c'est 10 ans. C'est beaucoup, beaucoup de charges. Donc, on n'a pas de souci, nous, au niveau de la durabilité, au niveau des batteries. Oui. À toutes les fins d'allée et début d'allée, c'est la même chose. Ça y prend ça pour faire son demi-tour. Ce qu'on se rend compte, puis qu'on a une cliente qui s'en est déjà procuré un robot comme ça va facilement remplacer 2 personnes sur la pioche. Facile. Avec un contremaître robot qui a sa pioche dans les mains, qui suit le robot, il est capable de faire ce que le robot a échappé, premièrement. Sur le reste, plus souvent qu'autrement, il va être capable de faire, en anglais, j'appelle ça le cherry picking, là. Juste faire le sarclage fin. Mais surtout, il va être capable de recevoir un téléphone de quelqu'un, il va être capable d'observer la culture, d'être attentif au champ et non pas juste piocher, puis piocher, puis piocher, puis regarder l'heure, puis c'est quand est-ce l'heure du lunch. La dynamique est différente. Et puis, en termes de débit de chantier, à 1 hectare jour, on trouve que c'est peu, mais quand tu vois ça aller puis que tu constates la qualité du travail en bout de piste, jusqu'à date, nos clients puis les gens chez qui on a fait des démos, c'était pas un problème. Puis, grosso modo, prix budget à 50 000 sur la base de 2 employés sauvés. Tu les as pas mis dehors, là. Tu les as mis sur une tâche payante, au lieu de les laisser dans le champ à la pioche. C'est là la nuance, parce que les employés horticoles, tu claques pas des doigts pour en rentrer 5 de plus la semaine prochaine. Ça fonctionne plus comme ça. Fait que tu peux les mettre sur des tâches plus appropriées. Fait que deux employés à 10, 12, 15 000 chaque, c'est 15, 20, 25 000 par année, fois 2. Ça fait 30, 40, 50 000. La machine, elle en coûte 40, 50. Fait qu'on est sur un payback de 2 ans juste sur la main-d'œuvre. Fait que la barre n'est pas si haute que ça. En Europe, ils ont des clients, entre autres, un semencier qui fait du maïs, la semence de maïs, il est rendu avec 3 unités. Fait qu'à 3 unités, tu gères 3 hectares jour, tu gères 20 hectares semaine, tu gères 40 hectares sur 2 semaines à un passage aux 2 semaines. À un passage 2 semaines, tu réussis à garder un bon contrôle. Puis, comme je disais tantôt, le gros avantage de tout ça, c'est que tu peux avoir une culture qui prend de l'ampleur, puis le robot va être encore capable d'y aller quand ça fait longtemps que ton tracteur n'y ira plus. Ou même tes employés, ils ne voudront plus y aller. L'exemple qu'on a, on a eu une de nos clientes qui a asperge, ça a très bien fonctionné en année d'implantation. Elle a melon sous paillis de plastique, puis elle a chou de Bruxelles sans paillis. Son problème dans le melon, c'est de gérer l'allée tant et aussi longtemps que le melon n'a pas fermé l'allée. Puis là, elle ne peut plus passer avec des pesticides, elle ne peut plus passer avec ses sarcleurs, ça ne passe plus, fait que c'est à pioche. Fait que piocher les allées sur un paillage plastique, c'est pas une belle job, là. Il fait chaud, là. Le plastique dégage beaucoup. Quand on s'est mis le robot là-dedans et qu'il faisait l'allée, ça prenait 8 minutes de faire l'allée. Le contremaître robot, il regardait ça, les yeux grands de même. Ses chums, ses pioches auto étaient tous jaloux de sa nouvelle job. Toute la gang, là, il aurait tout voulu en avoir chacun d'eux. Fait que ça fait bien le travail pour ça. En tout cas, nous, on est agréablement surpris de comment ça se comporte. Fait que malgré la pluie, je vais le faire rouler. S'il y en a qui veulent le voir se virer de bord, on le voit de loin. Si jamais vous voulez rester à l'abri, je n'ai pas de problème avec ça. Merci beaucoup pour votre attention. Il y a nos numéros sur le petit pamphlet que je vous ai donné. Si vous voulez des démos chez vos clients, dans vos clubs conseils, à la ferme, quoi que ce soit, on est ouvert à tout ça. On prend les appels, puis on regarde à l'agenda, puis on essaye de propager la nouvelle. Merci beaucoup.